souvent c'est un seul ou deux qui sont retenus par l'histoire. J'ai le sentiment, en voyant autour de moi, que les deux qui vont être retenus, c'est Père Inconnu, dans ma jeunesse, et puis la Nolika. Mais j'ai écrit beaucoup entre les deux et même avant. J'ai déjà dit à plusieurs reprises comment je suis entré en littérature, un peu comme Jourdain. J'ai fait de la littérature sans savoir que j'en faisais. Je me trouve dans les années 71 dans une école mixte qui venait d'accéder à la mixité, le collège de la retraite à Yaoundé, qui était un collège de filles et qui cette année-là s'ouvrait à la mixité. Donc je fais partie des 12 premiers garçons qui sont arrivés là-bas. Vous y retrouverez déjà comme le Jacob Mondongo, etc. Alors, ce collège avait la possibilité d'avoir un magazine littéraire, une feuille de chou, qui amusait les élèves, dans laquelle les élèves écrivaient. Je me rappelle que Marie-Roger Biloa en était la directrice, alors qu'elle n'était qu'en première, alors que moi j'étais en terminale. Et donc j'ai pris l'habitude d'écrire une fois par mois une petite histoire de mon enfance dans ce magazine. Directrice de une sœur me contacte pour me dire qu'il y a un éditeur, chose que je ne connaissais pas, qui s'intéressait à mes petites histoires qui paraissaient dans ce qu'ils appelaient la Gazette de la retraite, l'écho du foyer. Et donc, j'irai à ce rendez-vous. C'était le directeur des éditions Clés à Ouarda, en bas du collège de la retraite, et qui me dira, c'est vous, monsieur Bekolo? Je dis oui, c'est vous qui écrivez ces belles petites histoires. Je dis oui. Il dit, bon, est-ce que vous pouvez permettre que nous en faisions un livre? Je dis oui. Et donc, voilà. Il y en avait 9 à ce moment-là. Il me dit, bon, voilà, vous avez écrit 9 du texte. Est-ce que vous pouvez profiter des vacances pour ajouter 2 ou 3 textes de façon à ce que nous puissions en faire un livre? Et je dis oui. Et voilà, j'ai passé mes vacances, le premier en terminale, de façon plus laborieuse mais enthousiaste, à écrire des petites histoires qui tenaient sur une page A4. Et à la rentrée, le livre sortira. J'aurais consulté mes camarades pour en trouver le titre et on appelait ça tout simplement Un enfant comme les autres. Donc, c'est à partir de ce moment-là, que j'ai conscience de devenir écrivain. Parce que quand j'écrivais, ce n'était pas pour le faire. Et mes camarades m'avaient déjà conseillé de prendre un pseudonyme. C'était un peu une mode à l'époque. Et je me ferais appeler tout simplement Pabé Mongo, une anagramme qui vient de mon nom, Pascal Bekolo, Pabé, quand vous prenez la première syllabe de chaque nom, et l'autre Bekolo, c'est Mongo, dans la tradition Betty. Quand les deux noms se suivent, c'est le père et le fils, comme les Bekolo sont dans la tradition anglo-saxonne. Donc voilà, au collège de la retraite, je publie. Et quand je vais entrer à l'université l'année d'après, tout le monde sait déjà là-bas que je suis écrivain. Et j'écrirai mon deuxième texte, La guerre des calebasses. Et puis le reste est assez connu. Donc voilà mon entrée en littérature. Très bien. Vous avez eu véritablement un aperçu de ce que Pabé Mongo représente. Déjà, comment il a commencé cette littérature et comment il la tient. Maintenant, nous aurons un petit résumé, une petite rubrique qui lui est consacrée. Donc voilà, vous suivez avec nous, c'est réalisé par DGCOM et nous vous revenons. Pabé Mongo, né Pascal Bekolo en 1948 à Doumé, est un éminent écrivain camerounais dont la plume a commencé à danser avec l'encre dès son plus jeune âge. Après avoir obtenu son brevet d'études primaires en 1967, il a exploré un chemin de vie religieuse avant de revenir à la vie civile pour poursuivre ses études secondaires à Yaoundé. En 1971, alors qu'il était en classe de terminale, son talent littéraire s'est révélé au grand jour avec la publication de son premier recueil de nouvelles, Un enfant comme les autres, marquant ainsi le début de son influence dans le monde littéraire.
Avec une licence en lettres modernes françaises, une maîtrise en philosophie et un doctorat en littérature négro-africaine, Pabe Mongo s'est distingué non seulement comme écrivain, mais aussi comme académicien. Sa thèse sur le nouveau roman africain, supervisée par le professeur Bernard Folland et co-dirigée par le professeur Mohamedou Kane, a établi les fondations de ses contributions intellectuelles. En tant qu'initiateur du programme d'enseignement de la création littéraire à l'Université de Yaoundé 1 et de l'Encyclopédie générale du Cameroun, il a façonné les esprits de nombreuses générations. Bien que ses œuvres les plus connues soient Père inconnu et la Nolika, la nouvelle littérature camerounaise, du maquis à la cité, sa bibliographie est bien plus vaste, comprenant 35 œuvres publiées et 17 manuscrits. Son engagement envers la littérature s'étend également à son rôle de coordinateur du pôle des arts littéraires et de directeur de l'Association des poètes et écrivains camerounais, APEC. Pabe Mongo reste une figure emblématique de la littérature dont l'héritage continue d'inspirer et de résonner à travers le Cameroun et au-delà. Très bien, vous avez pu suivre avec nous Pabe Mongo par la voix de DGCOM, Dominique Nkelap, qui nous a prêté sa superbe voix pour réaliser. Alors, Pabe, comment vous trouvez ce petit programme, cette petite vidéo de vous? Ben, c'est un portrait, c'est mon portrait tout rond, qui indique presque tout, n'est-ce pas, le début de mes œuvres, là, presque l'ensemble de mes œuvres, y compris l'opinion, hein, ce que l'opinion retient de moi, au niveau national et international. Quand j'apprends que c'est une élève qui a fait ça, je suis vraiment étonné, elle est documentée. Il ne manque pas grand-chose à cela, et je la félicite. D'accord, très bien. Maintenant, moi j'ai une première question, Pabe. Qu'est-ce que ça fait d'être Pabe Mongo? Est-ce qu'on marche dans la rue en se disant, en sachant qu'on est Pabe Mongo, cette figure reconnaissable aisément, arrivé chez vous, le GPS identifie, localise directement votre maison. Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on n'a pas eu du mal à trouver la maison. Donc, on arrive facilement chez Pabe Mongo, on est identifiable dans la rue. Alors, qu'est-ce que ça fait? Et que c'est la littérature qui porte. Et oui, ça fait effectivement étrange. J'ai eu beaucoup de mal à me rendre compte de ce que c'était que Pabe Mongo. Parce que moi, j'ai pris ce nom-là, ce pseudonyme, un peu par mode. Je pensais que pour il faut avoir un nom. Mais c'est ma mère, probablement, qui m'a donné la première impression de ce que c'est que la statue de Pabe Mongo. Parce qu'elle avait l'habitude de dire que Pabe Mongo, c'est mon fils là, c'est ma carte d'identité. À l'époque, quand elle prenait le car, me disait-elle, pour se vanter un peu parmi ses commères, quand elle prenait le véhicule, le car de Dumais pour Bertois, et qu'il y avait les contrôles à Dimako, j'espère que vous connaissez ces noms, ben, arrivé à son tour, à son niveau, elle disait tout simplement, je suis la maman de Pabe Mongo. Elle dit, ah, maman passée. Donc, je crois que ma première admiratrice aurait été ma mère. Elle a vraiment mis cette idée dans la tête de beaucoup de gens. Et puis, tout doucement, je vais me rendre compte que le nom que mon père m'a donné, Pascal Bekolo, il m'a nommé lui-même Pascal Bekolo. Je suis le troisième de rang et je suis vraiment son homonyme. C'est pour ça que dans la famille, on m'appelait plutôt Papa Mongo. Parce qu'on ne pouvait pas m'appeler par mon nom. C'est ce qui aurait été comme un sacrilège, puisque mon nom était le nom du père. Mais finalement, ce nom du père a été comme abandonné, n'est-ce pas, comme laissé en rade, Pascal Bekolo. Parce que maintenant, quand on dit Pascal Bekolo, personne ne sait ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est.
Actuellement, quand je franchis, par exemple, les portes de sortie du Cameroun, même à Douala, parce que je présente mon passeport, il suffit de dire Babé, Babé Mongo, partout je suis connu par la police, même à l'international. Babé Mongo a totalement supplanté Pascal Bekolo Bekolo. Et d'autres niveaux, n'est-ce pas, d'étonnement de cela, je vous assure que là, je reviens de Maroua, à l'université de Maroua, pour la participation à un colloque. Mais quand on a prononcé mon nom là-bas, toute la salle, tous les étudiants se sont mis debout. Et à la sortie, il faudra qu'on vienne m'extirper, n'est-ce pas, pour arrêter la séance de photos. Bon, donc, à force de me renvoyer cette image, j'ai fini par me connaître moi-même dans cette nouvelle identité et je la porte à mon accoutumée. Ça n'a rien changé à moi parce que mes amis, ceux qui me fréquentent, connaissent mon humilité. Et parfois, on dit que on dirait même pas que c'est pas Mongo. J'ai le sentiment que ma réputation est plus grande que moi-même. Ça, c'est toute une littérature déjà. Et revenant à la littérature, c'est que vous écrivez beaucoup et vous faites aussi écrire. Et parmi les personnes que vous faites écrire, nous avons la très célèbre, tout aussi célèbre que vous, Djaïli Amadou Amal, qui justement est un produit de vos ateliers. Maintenant, parlant justement de vos ateliers, votre observation de la littérature vous a poussé à écrire la Nolika, la nouvelle littérature camerounaise. Et vous nous confiez dans un échange précédent qu'on devrait même déjà migrer vers la Nolita, nouvelle littérature africaine. Mais déjà, pour rester avec la Nolita, comment avez-vous porté cette idée, comment vous est venu de structurer quelque chose du maquis à la cité, allant justement des divers types de combats, de là où nous sommes partis depuis nos indépendances jusqu'à aujourd'hui, et en littérature. Alors, comment cela vous est venu? Combien de temps vous avez pris de pouvoir produire un manifeste d'un document littéraire ainsi? Ben, la naissance de la Nolika est un peu ordinaire. Je suis un lecteur, avant d'être écrivain, je suis d'abord un grand lecteur, et je ne dis pas que j'ai lu tout, mais je lis beaucoup dans la bulletin littéraire. Et dans les années 2000, quand je suis revenu de Ngaoundéré, où j'avais passé 17 ans, j'étais un des fondateurs de l'université de Ngaoundéré, en rentrant à Yaoundé, en 1999, on parlait alors du Boko. L'attente de l'année 2000 était un peu fiévreuse. Il semblait que beaucoup de choses allaient changer au cours de ce deuxième millénaire, etc. Et je serais étonné, en relisant la littérature camerounaise, de ce que dans tous les ouvrages, notamment de fiction, tout le monde de façon systématique cherchait à occulter, n'est-ce pas, les ancrages géographiques, culturels et parfois temporels de leurs histoires dans nos œuvres. C'est tellement systématique que je me dis, mais comment se fait-il que les écrivains et les Camerounais continuent d'écrire comme ça, alors que vous lisez toutes les autres littératures, la littérature américaine, la littérature russe, la littérature allemande, etc., la littérature française, les auteurs situent leurs romans dans leur ville réelle, n'est-ce pas, et dans leur géographie réelle. Et très souvent, d'ailleurs, se réfèrent à des événements réels. C'est seulement, c'est l'histoire elle-même qui est totalement fictive. Et donc, en relisant notre littérature, je me rends compte que c'est pratiquement l'inverse, que les lieux sont devenus fictifs, puisqu'on dit Intermalène, puisqu'on dit Afro-Comalan. Vous ne pouvez pas situer les romans de cette époque-là, n'est-ce pas, dans une géographie donnée. Alors que très souvent, les histoires, elles, sont réelles. Donc, nous pratiquons une littérature de camouflage. Et en réfléchissant en profondeur à cela, je n'ai pas eu du mal à comprendre que les origines de cette occultation, n'est-ce pas, remontent, n'est-ce pas, à la colonisation, où les colons avaient l'habitude, la répression coloniale avait l'habitude, n'est-ce pas, de rechercher les auteurs pour avoir commis l'erreur, la faute d'écrire telle ou telle chose. Les régimes post-coloniaux ont continué cette même répression. C'est pour ça que, d'après moi, les auteurs ont été obligés de se travestir,
Alors, cet investissement a porté pratiquement sur tous les grands repères de la création littéraire. Les pseudonymes dont j'ai parlé tout à l'heure. À l'époque, tout le monde était obligé de prendre un pseudonyme. Parce que quand on voulait poursuivre un auteur, on allait chercher dans la carte d'identité et il ne correspondait pas à la carte d'identité. Vous savez que René Fulon, qui a été mon père intellectuel, pour prendre cet exemple-là, il s'appelait Philippe Louis Ombélé. Donc, il s'appelle Philippe Louis Ombélé sur la carte d'identité, mais sur ses livres, il écrit René Fulon. C'était plus une précaution qu'un goût artistique. Et il en a eu à bénéficier. Mais avec le temps, nous autres de la génération cadette, nous avons fini par croire qu'il y avait une fantaisie, qu'il y avait une nécessité à prendre un pseudonyme quand on devenait écrivain. Non, l'origine de cela est une origine de peur. Et cela s'est donc transmis dans toute l'écriture. Donc, la situation géographique, les personnages même à l'intérieur de la fiction portaient des pseudonymes. On n'osait pas dire Tchatchon, un nom réel, mais parce que si vous dites Tchatchon, l'exacerbation de l'opinion, allez dire, mais donc vous parlez mal des Bamileke, n'est-ce pas? Et si vous dites, je ne sais pas quoi, Mbarga, on va dire, donc même à l'intérieur de la fiction, on a donné des noms fictifs aux personnages. Et c'est allé véritablement loin. Les événements auxquels on se réfère, eux sont parfois restés justes, mais tout le reste a été faussé. Alors, dans les années 2000, où je découvre ça, il y a depuis 1990 que nous sommes censés être entrés dans le libéralisme, et dans le pluralisme, etc. Je dis, mais la politique a évolué. Nous sommes devenus libres, l'opinion est libre, la concurrence politique est libre et démocratique. Pourquoi est-ce que les écrivains qui ont été des avant-gardistes pendant tout ce temps-là, c'est eux qui ont mené des combats. C'est les écrivains qui étaient la bouche de ceux qui ne parlaient pas, qui n'avaient pas de bouche, n'est-ce pas? Mais comment se peut-il qu'au moment où on donne la bouche à tout le monde, les écrivains sont maintenant restés en arrière, puisqu'ils mâchent la bouche, ils se cachent, etc. Donc voilà le point de départ de la Nolika. J'ai donc creusé ça davantage. Et j'ai vu que cela nous mettait dans un retard énorme du point de vue esthétique. C'était anachronique, pour employer le mot. Et j'ai donc entrepris de redonner confiance aux auteurs, de les réconcilier avec leur milieu, leur biotope, etc. C'est la base de toute la Nolika. Première édition 2005. Et 17 ans plus tard, en 2022, vous faites une seconde édition. Quel était le besoin? Qu'est-ce que vous avez observé pour ramener la Nolika au goût du jour? Est-ce que l'écriture, déjà, de la cité, parce que là nous passons véritablement du maquis à la cité, nous entrons dans une autre ère de notre littérature. Est-ce qu'il y a eu un autre besoin pour que vous rameniez la Nolika au goût du jour? Parce que là c'est la deuxième édition en 2022 chez Proximité. Alors pourquoi ce retour? J'aime le dire aussi en grande pompe, évidemment, avec les Djali Amadou Amal. Et plus tard, nous parlerons du Grand Prix au Cameroun. Mais d'abord, qu'est-ce qui a poussé à faire revenir la Nolika? Ben maintenant, ça, c'est une affaire de fortune, d'un livre, d'une idée, d'une théorie. Peut-être dois-je rappeler à l'auditeur que avant que je ne sorte le livre en 2005, il y a eu une bataille de la Nolika. Parce que j'avais commencé par prononcer des conférences. Une première conférence organisée par le magazine littéraire, culturel à l'époque, je crois Patrimoine, du professeur Wunda. C'était une petite communication autour de la célébration de je ne sais plus quel anniversaire de la littérature africaine. 40 ans de la littérature africaine. Donc, Patrimoine, par le professeur Wunda, organise un colloque au Centre culturel français et je suis un des pénalistes, n'est-ce pas? J'ai 15 minutes, n'est-ce pas, au milieu des autres, et il y avait plus de 40 auteurs. Ça a duré, je crois, 3-4 jours. J'ai eu 15 minutes. Ma communication de 15 minutes portait sur, avec déjà le titre, la nouvelle littérature africaine.
C'était une synthèse, 15 minutes. Je serais étonné que le mois d'après, parce que Patrimoine sortait, c'était un mensuel. Comme résumé de l'ensemble du colon, Patrimoine mettre à la une, à la grande une, n'est-ce pas, donc de cette édition-là, j'oublie le titre, j'ai raconté tout ça, j'oublie le titre généralement. Il dit, Pabé Mongo se mêle du débat et prend une position ambiguë. Donc, apparemment, les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire par la Nolika. Sur 40 communications, j'insiste là-dessus. La seule qui ressort le mois d'après, c'est l'ambiguïté de la position de Pabé Mongo. Et nous autres, nous ressentons ça comme une provocation. Comme une provocation. Donc, j'ai le droit de réponse. Moi, d'après, je fais ma réponse. Non, ça n'a pas calmé Patrimoine, puisque le mois qui suivait, grand titre, mais alors, c'était pas grand titre qui parle sur la une. J'ai les documents, je pourrais vous démontrer. La nouvelle littérature camerounaise, Mbalazé démontre l'inconsistance de la théorie de Pabé Mongo. Donc, il y a un professeur, Mbalazé est directeur de l'école normale supérieure, à l'époque. Il montre l'inconsistance de ma théorie. Et je lis l'article. Donc, on a oublié l'ensemble du rappel de la littérature camerounaise pour maintenant se focaliser. Alors, l'inconsistance de ma théorie, simplement parce que Mbalazé soutenait que ce n'est pas littéraire de dire Yaoundé. Et ce n'est pas littéraire de dire Djomalen, ce n'est pas littéraire de dire Moumimboman. Que la littérature, c'est de la fiction, etc. Alors, vous savez, il est un spécialiste de la narratologie. Et idéologiquement, il soutenait que dans mes thèses de la Nolika, en réalité, je voulais embrigader, n'est-ce pas, l'esprit créatif. Alors, j'ai un entourage. À ce moment-là, je donne déjà des ateliers d'écriture à la centrale de lecture, qui était une institution, internationale de la coopération française, dirigée par une Française qui m'avait ouvert les portes là-bas. J'ai comme apprenant des gens comme vous pouvez imaginer, François Nkeme. François Nkeme est là. Je vais vous citer toute la jeunesse que vous voyez aujourd'hui. Tebabsi Parfait est un de mes apprenants. Donc j'avais toute la jeune génération, n'est-ce pas, de ceux qui écrivaient et de ceux qui voulaient écrire. Au point où ils sont tellement enthousiastes qu'eux, ils chantent déjà la Nolika, alors que moi, je suis combattu. Donc, je réponds encore à Mbalazé et j'aurais l'impression qu'il y avait un déséquilibre entre les annonces de mes papiers et les annonces de mes adversaires. Parce que quand c'était eux, on dirait qu'on démontre l'inconsistance. Et moi, quand j'écris pour détruire, là, ils titrent seulement le mois qui suivait. Pabé Mongo répond Mbalazé. C'était un peu neutre et faible par rapport à l'inconsistance. Alors, mes disciples ou mes épigones ont dit, papa, tu vas nous écrire donc un livre là-dessus pour expliquer ça. Ce clivage, cette grande bataille va se déverser à l'université. Parce que lui et moi, Mbalazé et moi, nous sommes tous deux, je suis directeur des œuvres universitaires à l'université de Yaoundé. Mbalazé est directeur de l'école normale supérieure. Et donc nous sommes tous du staff de l'université et nous assistons aux réunions de l'université est une entreprise. Donc une fois par semaine, il y a une réunion présidée par le recteur lui-même, qui est un littéraire. Et je vais sentir dans la salle que les bruits de la cité et du magazine sont entrés dans l'université. Parce que lorsque nous serons en réunion, je serai un peu interrogé par rapport à ça. Et une fois, je dirais, debout les morts pour répondre
J'ai dit debout les morts et mes collègues n'ont pas compris. J'ai dit debout les morts, on me demande pourquoi. J'ai dit que parce que cette université ressemble à un cimetière. J'ai l'impression que vous êtes trop ému de voir quelqu'un qui parle là-dedans, qui sort de la parole. Vous êtes tellement habitué aux théories occidentales, etc. Parce que je sentais que le scandale allait un peu au-delà de ce que nous écrivons et du sujet qui nous intéressait. On avait l'impression que nous n'avions même pas le droit d'écrire et de théoriser sur la littérature, puisque eux, ils devaient réciter, je ne sais pas quoi, les narratologues que vous connaissez, et aucun d'eux n'avait traité de ce problème-là. Bon, bref, nous continuons ainsi. Je vous ai dit que j'ai parmi mes épigones, mes apprenants, un certain Nkeme François, qui est alors stagiaire aux éditions, aux presses universitaires à Yaoundé, avec aussi une autre blanche là-bas. Lui, il veut devenir éditeur, je crois. Pendant que la bataille est chaude, nous sommes à la 2e année, il lance une maison d'édition, à mon insu, qu'il appelle la Nolika. Ça, c'est peut-être une chose que vous ne savez pas. Donc, avant même que je ne publie mon livre, lui, il a publié un livre intitulé, ce n'est pas le cimetière de Bachelier, voilà, mais comme édition, la Nolika. Alors, je l'appellerai, il était enthousiaste, normalement, ce n'était pas une faute, mais je lui dis, mais petit frère, quand tu fais comme ça, finalement, on aura l'impression que c'est toi qui as créé le vote. Donc, nous aurons notre petite explication là-dessus. Et 2 ans après, il va changer, il va créer Proximité. Donc, c'est comme ça. J'ai Angeline Solange Bonono, qui est une de mes plus ardentes, n'est-ce pas, apprenantes, et sa sœur également, le professeur Chantal Bonono actuel. Tout le monde était là. Madaya Hervé, vous le connaissez? C'est un de mes apprenants. Dès que vous me citez un nom de celui qui n'était pas là, il y en a maintenant qui sont aux États-Unis et un peu partout ailleurs. Alors, 2005, j'ai fini par écrire mon texte qui est publié par les presses universitaires, Monsieur Bijek. Il y aura maintenant une présentation publique, la dédicace, qui sera un énorme événement. Parce que la note de lecture de la dédicace sera faite par qui? Richard Laurent Omba, l'actuel recteur de l'université, je crois, de Yaoundé. C'est lui qui va faire, vous pouvez lire ça, la note jusqu'à la 2e édition. J'ai maintenant mis ça comme préface. Oui, en fait, ce n'était pas une préface, c'était sa note de lecture à la dédicace, à la première dédicace. C'est à la 2e édition qu'on a utilisé cette note de lecture comme préface. Parce qu'elle faisait d'abord donner l'historique, tout l'historique de la Nolika qu'il avait suivi de sa position de doyen. Il était alors doyen de la faculté des arts et des sciences humaines. Il suivait ça, il ne s'y immisçait pas, mais toute l'université nous suivait. Donc sa note de lecture va être comme une proclamation. Parce qu'il va l'intituler la Nolika, si vous pouvez retrouver ça. Manifeste de la littérature camerounaise. Le manifeste de la littérature camerounaise. C'était, si on était en politique, j'allais dire que c'était un camouflet extraordinaire, n'est-ce pas, adressé à tous ceux qui s'étaient opposés à moi. C'était la consécration. Une apothéose. Au point où, sur le champ, et d'abord sur le champ, l'Institut français décide d'acheter tous les exemplaires de la Nolika. On avait sorti 500 exemplaires. Ils ont acheté les 500 exemplaires. Et sur le champ, M. Bijek, le directeur, va décider, il y avait tellement, c'était tellement Nolika, qu'il va décider de créer aux presses universitaires de Yaoundé une collection, la Nolika, dirigée par Pabé Mongo. Le premier ouvrage qu'on va publier dans cette collection s'appelle « Ils ont mangé mon fils ». De qui? Jacques Famendongo. Le deuxième ouvrage, vous lisez ça, c'est marqué « Collection Nolika » par la direction de Pabé Mongo. Le deuxième ouvrage sera « Bouillon de culture »
de Angeline Solange Bonono. Troisième ouvrage, ce sera, vous connaissez Julie Laine? Bien sûr. Alors, elle a fait ses ménages d'Afrique. Donc, j'ai publié. Maintenant, tout le monde a couru aux presses universitaires qui sont normalement dédiées aux ouvrages scientifiques, aux techniques, mais tout d'un coup, sort une collection de littérature générale et qui flambe. Voilà pour l'historique de la Nolika. Alors, donc, nous sommes là. La Nolika va entrer à l'université. Parce que pendant les 5 années qui suivent, chaque année, il y a au moins un mémoire ou une thèse sur la Nolika. Et maintenant, d'ailleurs, ceux qui vont à l'université, vous allez voir que quand toutes les soutenances là-bas, on demande aux étudiants de se positionner par rapport à la Nolika, etc. Donc, la Nolika est devenue non seulement une grille de lecture, parce que beaucoup d'articles qui sont sortis maintenant sur les livres se basent sur la Nolika, mais aussi pratiquement une théorie littéraire reconnue à l'université telle qu'elle. Donc, nous cheminons ainsi. Yannick a fait son chemin, vous voyez, les Jaili sortent là, et tout ce que tu as cité. C'est l'année dernière que je suis invité à Rabat par Eugène Ebolé, que je remercie ici, au cours d'un colloque sur l'esthétique africaine. Mais il s'agit donc d'une esthétique tous azimuts, aussi bien de tous les arts, y compris donc de la littérature. Et je vais là-bas, j'expose sur les thèses de la Nolika. J'avais déjà dit en ouverture de ce livre-là que j'ai appelé ceci Nolika simplement parce que, par modestie, parce que je suis Camerounais et que j'ai mis l'horizon au Cameroun, mais en réalité, tout ce que je dis là-dedans est valable pour l'ensemble de l'Afrique. C'est marqué là, dans la dernière de couverture, en bas, vous voyez le dernier paragraphe, et que, à la limite, on pourrait appeler ça la Nolita, la nouvelle littérature africaine. Vous voyez bien? Donc, je le présentais déjà. Je vais faire un exposé à Rabat. Ça flambe tellement que tous les auteurs qui étaient là disent, mais nous avons toujours écrit comme nous, on ne savait pas. Nous, on pensait finalement qu'on ne peut pas dire Rabat, qu'on ne peut pas dire Cotonou, etc., que ça ne faisait pas littérature. Donc, on m'a porté en triomphe à Rabat. Et parmi les spectateurs, parmi les participants, il y a Denise Epoté, qui est directeur général, comme vous savez, de TV5 Monde, etc., qui, de retour de là maintenant, me prépare une interview de 12 minutes sur TV5 Monde. On a préparé ça longuement, qu'il a fait venir un technicien pour ça. C'est toujours là, dans cette chambre-là, qu'on m'a filmé. Et voilà la Nolika qui s'est transformée en Nolita par ce TV5 Monde. Et au moment où je vous parle, il y a un éditeur togolais, un jeune éditeur togolais qui a lu le livre et qui décide de le publier sur le plan africain. Et je crois qu'on ne va changer que le titre pour faire la nouvelle littérature africaine. Ouais, c'est un parcours qui inspire véritablement tout le respect et surtout qui inspire aussi d'autres choses. Parce que quand on regarde la littérature à travers le monde, on voit son évolution. Il y a certains auteurs, notamment Marguerite Yourcenar, qui disaient qu'il y a des endroits sans littérature. Et je crois que peut-être des gens ont épousé certaines idées et ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas, je veux dire, parler de Ngele Meduka, parler d'idées et autre chose. Pas parce que c'était interdit, mais parce qu'ils se l'interdisaient en acceptant que ce n'était pas de la littérature. Et nous réalisons qu'aujourd'hui, quand on parle de la cité, justement, parce que la Nolika a fait évoluer des choses, ou alors voit évoluer les choses du maquis à la cité. Donc, quand nous arrivons à cette cité, nous avons un nouveau souci, c'est celui de la reconnaissance des valeurs de notre écriture, la reconnaissance des valeurs de la littérature. Et à ce moment, nous nous posons une question toute simple. À quand un grand prix sur le continent? Quand aurons-nous quelque chose sur le continent qui nous permettra de reconnaître notre écriture avec nos propres valeurs? Et comme ça, nous avons ce qui arrive, le grand prix littéraire du Mont Cameroun. Maintenant, nous avons ce grand prix que vous décidez de lancer.
qu'est-ce que vous dites? Parce qu'autour des pays, il y a toujours un certain flot. Beaucoup de personnes se posent des questions. Quelles sont déjà les conditions, le jury, c'est qui, et puis se base sur quoi pour décider que tel a mieux écrit que tel autre, tel mérite cette distinction. Alors, le grand prix littéraire du Mont Cameroun, à la base, c'est quoi? Eh bien, la question est vaste parce qu'elle a commencé par une introduction générale finalement sur la littérature, la place de la culture dans notre société. J'allais même dire de la littérature dans notre société, j'allais même dire de la culture. Alors, je dirais que pour ce qui concerne la littérature, les écrivains écrivent, ils produisent, tant bien que mal. Si c'est une affaire de quantité, etc. Il nous manque presque la totalité de ce qu'on appelle l'institution littéraire. La littérature dans les pays développés est une institution qui a des producteurs, les écrivains, vous savez, qui a les fabricants des livres, les éditeurs, il y a la réception des lecteurs. Entre les deux, vous devez avoir certaines instances. Par exemple, les instances de médiation. On dit que nous ne sommes pas reconnus, mais qui va nous faire reconnaître? Ce n'est pas l'auteur qui va se faire reconnaître. Il manque des instances de médiation entre les producteurs, les auteurs et les lecteurs. C'est toute la gamme des médias spécialisés sur la littérature. Si vous n'avez pas de magazine littéraire, vous n'aurez pas de bons lecteurs. Parce qu'il manquera des structures, n'est-ce pas, pour éveiller l'intérêt des lecteurs, n'est-ce pas, par rapport aux livres. Si vous n'avez pas de bibliothèque, il n'y aura pas de lecteurs. L'achat à l'unité n'est pas l'achat qui rémunère le plus. Donc, moi j'ai remarqué cette faille-là. Il y a tout le pan de la fabrication de l'auteur. Chez nous, tous les auteurs sont encore des auteurs spontanés. C'est-à-dire quelqu'un a fait des études, il sent la démangeaison d'écrire un livre, et puis il écrit le livre. Non, lorsque nous voulons mettre en place l'institution littéraire, il faut des instances de fabrication de l'auteur. Les ateliers d'écriture tels que je les ai menés doivent se multiplier. Et j'ai vu dans la fiche, dans la notice d'acolyte, qu'il y a cet aspect. Il manque énormément. Vous avez des prix Nobel qui sont passés par des ateliers d'écriture. Nous n'avons pas l'air de le savoir. Nous laissons l'écriture à la spontanéité. Et cette spontanéité a les bras courts, a les jambes courtes, parce que la plupart des auteurs, quand vous voyez, c'est des gens qui sortent de l'université. Ils ont des petits comptes à régler avec leur passage dans les institutions universitaires, etc. Quand c'est les filles, c'est ce que les professeurs leur ont fait. Au bout de 2 ou 3 livres, ce filon-là est achevé et ils ne savent plus comment. C'est parce qu'ils n'ont pas été formés pour être des écrivains professionnels. Nous n'avons pas de résidence d'écriture. La résidence d'écriture a ceci de particulier que vous avez vos idées, vous avez déjà un canevas, etc. On vous met maintenant dans des conditions de parturition. Comme si on prenait une femme enceinte, on l'installait quelque part, on lui disait tu ne travailles plus, ceci, tu ne peux plus, donc tu vas t'occuper de ça. Donc, c'est des moments de parturition que nous n'avons pas. Et ainsi de suite. Alors, il manque aussi des instances de légitimation, d'encouragement, de confirmation, etc. Vous devez avoir des instances de découverte de talent. Ça, par exemple, ça relève un peu des attitudes régaliennes du ministère des Arts. C'est pour ça qu'ils font le concours littéraire jeune auteur. Ça, c'est très bien pour détecter des talents. Un peu comme chez les sportifs, il y aurait des entraîneurs qui viennent voir des équipes de quartier, etc., pour découvrir les talents. Après ça, on doit les mettre dans les ateliers d'écriture, dans les écoles d'écriture. Ou alors, ils entrent maintenant dans les associations comme les vôtres, n'est-ce pas, qui font dans la lecture, dans les accompagnements, pour les former. On doit former les auteurs.
Je vais vous donner un exemple tantôt lorsqu'on va revenir à la Nolika. Vous comprenez? Les gens disent que Pabé Mongo a dit ceci, pas bon. Et ils ont oublié que j'ai parlé de professionnalisme là-dedans. Si vous prenez la Nolika juste comme un slogan pour dire qu'il faut dévoiler la briqueterie et dévoiler le Mkané, vous vous trompez. Il y a une façon que j'ai bien décrite pour faire cela. Pour dire que la description, n'est-ce pas, est une interprétation, etc. Il faut relire la Nolika. Alors, en tant que président de l'APEC et coordonnateur maintenant national du pôle art littéraire, j'ai décidé, n'est-ce pas, d'ailleurs c'est dans nos statuts, de créer au moins une de ces instances-là, par le Grand Prix littéraire. Parce que le Grand Prix littéraire est une stimulation. C'est une stimulation pour la création. Ça a aussi un grand impact dans le rendement du livre. Parce que le public, même s'il est paresseux, s'ils n'ont pas l'habitude de se lever pour aller dans une librairie acheter un livre, lorsqu'on parle beaucoup d'un livre, quelqu'un peut quand même se lever et dire, mais il y a même quoi dans ce livre-là? Je vais un peu le lire. Donc voilà le stimulus que nous apportons. Et nous l'avons conçu de façon, j'allais dire, vraiment architecturale. Donc, prix pour prix, nous avons voulu que notre prix, ce grand prix littéraire du Mont Cameroun, joue plusieurs rôles. Le premier rôle, bien sûr, c'est celui de déterminer, n'est-ce pas, le meilleur livre, etc. Mais il faut qu'il soit un prix camerounais. C'est une option courageuse par rapport à tous les prix qui sont tous internationaux. On a le sentiment que si vous ne créez pas un prix international, ce n'est pas un bon prix. Nous avons estimé dans la PEC et dans le pôle qu'il faut que le prix soit configuré d'abord pour servir la littérature camerounaise et qu'il soit à l'image du Cameroun. Le Cameroun est un pays bilingue et multiculturaliste. Comment allez-vous créer il faut que ce prix concourt, n'est-ce pas, à notre vivre ensemble. Comment allez-vous créer un prix uniquement basé sur les ouvrages en français et quoi que vous promouvez la littérature camerounaise ou l'inverse? Et il y a aussi les ouvrages en langue. Déjà, le seul fait de mettre, n'est-ce pas, j'allais dire en rivalité ou en concurrence, toutes les expressions linguistiques, c'est un prix bâti camerounais. Deuxièmement, les prix littéraires, ça doit servir, à récompenser, d'accord, mais aussi à encourager. Les gens ne voient pas bien cet aspect, mais nous l'avons introduit dans le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun par le fait que non seulement nous y recevons les ouvrages de toutes nos langues d'expression, mais aussi de tous les genres littéraires, c'est-à-dire le roman, le théâtre, la poésie, la nouvelle. Ceci est un engagement, j'allais dire, politique. Il y a de la politique en culture. Nous sommes des hommes de culture, on n'est pas des machines. Pourquoi est-ce que nous avons mis ça? Mais c'est parce que le prix là doit remorquer les genres faibles. Vous avez remarqué que tout le monde fait les prix sur le roman. Et que si on continue comme ça, la dramaturgie va disparaître. Or, le théâtre, n'est-ce pas, est extrêmement important parmi les genres littéraires. Parce que c'est à travers le théâtre que la société se lie directement. Si on continue avec le roman, parce qu'il est le plus simple, l'écriture de nouvelles va disparaître. Il y a eu des prix Nobel qui n'ont fait que dans le roman. Il y a eu des prix Nobel qui n'ont fait pratiquement que dans le théâtre. Vous comprenez? C'est pour ça que la PEC a introduit le concours, n'est-ce pas, de tous les genres. Et dès la deuxième édition, nous sommes comme récompensés de cet engagement courageux.
Parce que le théâtre qui ne s'écrivait plus a été présent, n'est-ce pas, à la deuxième édition, avec 5 pièces. Et des belles pièces. Pour ne rien cacher, le jeu Kellman, Gaston Kellman, a concouru, n'est-ce pas, pour la deuxième édition, avec une excellente pièce, n'est-ce pas, L'Immortel de Boumiébé. Et donc, nous avons, par le courage de la Nolika, remis en route la machine de la production des pièces de théâtre. Parce que pour avoir abandonné les pièces de théâtre que nous avons connues sur Guillaume Yunonbia, etc., nous nous sommes tous déversés, les gens se sont déversés sur le one-man show, n'est-ce pas, de la musique. Or, le théâtre, en tant que dramaturgie, c'est-à-dire écriture littéraire, joue beaucoup de faits dans tous les genres. Il y a la tragédie, il y a la comédie, il y a encore d'autres genres là, qui ne me viennent pas. Voyez-vous? Oh, maintenant, tout le monde ne fait que la comédie dans le One Man Show. Donc, le courage du grand public littéraire du monde Cameroun, c'est de faire en sorte que les poètes travaillent, les nouvellistes travaillent, les romanciers travaillent, les dramaturges travaillent. Voici le deuxième point de cela. Donc, encourager ce qui est là, mais aussi encourager, n'est-ce pas, remorquer les autres genres. Pour que dans la culture, comme dans le sport, il n'y ait pas de genre majeur et de genre mineur. C'est du courage, c'est des paris. C'est un pari que nous sommes en train de gagner parce que nous ne faisons pas ça pour faire de l'animation littéraire, mais pour impacter, n'est-ce pas, sur le fond de la littérature. À partir de là, nous avons rencontré des complexités là-dedans. Vous savez que dans le monde entier, les concours littéraires se pratiquent d'une certaine façon. C'est les éditeurs qui présentent dans le monde entier les candidatures au concours littéraire. Parce que ça doit fonctionner, une maison d'édition doit fonctionner comme une égérie. L'éditeur a ses auteurs comme quelqu'un qui aime les chevaux, etc. Donc, il aligne certains chevaux dans les courses en fonction de la capacité du cheval. Mais chez nous, en 2 éditions, nous avons eu à rencontrer des difficultés, un certain nombre de difficultés, parce que les auteurs trépignent, ils trépignent pour rester dans l'image du cheval. Ils ne comprennent pas que dans une maison d'édition, vous avez 3-4 romanciers, on privilégie celui-ci et pas l'autre. Je crois savoir pourquoi cela est ainsi, mais je pense que c'est un domaine un peu extérieur au prix. Il va falloir que les éditeurs vraiment résolvent ce problème. Je crois que la revendication vient de ce que les auteurs qui payent devraient être traités à égalité. Alors, au nom de quoi on choisirait Pauline, n'est-ce pas, au lieu de Ndébi, n'est-ce pas, pour présenter sa candidature. Et j'ai failli être entraîné là-dedans, et nous avons évité ça parce que nous suivons véritablement notre recommandation. L'autre problème qui peut ne pas être évident pour vous, c'est concerner les Camerounais résidant à l'extérieur ou publiant à l'étranger. À la première édition, on les avait exclus. À la deuxième édition, on les a réintroduits, mais parce que c'était injuste de les tenir à l'extérieur. Et nous avons compris que vivant à l'extérieur ou produisant à l'extérieur, leurs éditeurs peuvent ne pas être portés à venir donner leur candidature au Grand Prix littéraire du Mont Cameroun. Donc, nous avons autorisé que les auteurs camerounais qui vivent à l'extérieur ou bien qui publient à l'extérieur, même vivant au Cameroun, puissent se présenter eux-mêmes leur candidature. Parce que le seuil ou Maspero, etc., ne viendront pas présenter la candidature ici. Mais nous avons assorti cette concession d'une clause particulière que j'aimerais que vous puissiez vraiment reporter ici. C'est qu'ils amènent leurs éditeurs étrangers à signer, à faire une concession, qu'au cas où le livre gagne le Grand Prix, ils donnent automatiquement autorisation, n'est-ce pas, gratuite de publication à une maison d'édition camerounaise au titre de la coédition. Et
Il faut comprendre cette clause parce que imaginez que quand gagne par une maison édition étrangère, mais qu'est-ce qui va se passer? Le livre va se vendre. Et donc, nous aurons fait tout le travail pour l'éditeur étranger. Donc, maintenant, pour qu'un Camerounais publiant à l'extérieur puisse accéder à ce concours, et nous avons fait une fiche de participation particulière pour ces gens-là, pour ces Camerounais-là. Pour qu'ils mettent au verso, nous avons prévu une place au verso sur laquelle son éditeur signe qu'au cas où le livre gagne le prix, n'est-ce pas, il accordera, n'est-ce pas, le droit de reproduction à une maison d'édition camerounaise choisie par la PEC. Voilà les quelques aspérités que je tenais à signaler pour ce prix qui a été reçu de très bonne façon. Nous avons fait beaucoup de paris, mais il est reçu tellement bien que cela nous encourage énormément. Quand on vous écoute, on pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous viennent, il y a pas mal de questions déjà. Et justement, nous avons fait le tour vu que nous travaillons au quotidien avec les acteurs du livre et de la littérature jeunesse, tout. La littérature pratiquée par des jeunes, même déjà aujourd'hui. Nous sommes dans une cité où il y a plus de libertinage que de liberté. Ça, c'est le constat global parce que Danourik a décrit la langue française comme ayant subi pas mal de modifications, ayant fusionné avec d'autres cultures, ayant vu des transformations, mais dans son essence, nous nous rendons compte à la lecture quotidienne que les livres sont de plus en plus publiés avec énormément de fautes, avec beaucoup d'incohérences, avec peu de travail. Vous avez mentionné des ateliers que les auteurs doivent suivre. Mais l'édition aujourd'hui, Pape Mango, pour faire un crochet par là, vu que vous avez parlé des éditeurs qui devraient présenter des livres, et justement pour des concours, mais l'édition aujourd'hui semble bien loin de l'édition de l'époque où vous avez commencé à écrire, où l'éditeur prenait le temps de lire déjà, où l'éditeur était cultivé sur la langue, où l'éditeur avait des connaissances solides déjà pour pouvoir porter un projet. Aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. Quelle est la lecture que vous faites de la littérature aujourd'hui? C'est la lecture des générations dans lesquelles ceux du passé comme moi ont tendance à déplorer un peu, la situation qu'ils trouvent. Je vais, avant de développer mon propos, donner juste un exemple. J'ai écrit un livre intitulé L'homme de la rue, qui a été publié à Thiers. Nous sommes deux Camerounais à avoir publié chez Thiers, à 5 Protet et moi-même, dans une collection qui s'appelle Les Nouveaux Classiques Africains. Pour sortir ce livre, j'ai travaillé avec l'éditeur pendant 3 ans. 3, d'accord. Moi, j'étais en Gabon-Déré, bien sûr, l'éditeur était à Paris, mais en échangeant, n'est-ce pas, autour du livre, on a mis 3 ans. Ce n'était pas que j'étais un imbécile, j'avais jamais tous mes doctorats, j'avais déjà écrit d'autres livres, mais c'est pour vous donner une idée de ce que c'est que le travail éditorial, le travail de l'éditeur. C'est parce que quand eux, ils lisent, ils ne corrigent pas, ils font des suggestions. Parce que vous avez toujours le choix. Si vous pouvez bien argumenter sur votre phrase, etc., vous la gardez. Première chose. Deuxième chose, ça c'était pour le travail. Deuxième chose, quand il fallait signer le contrat de ce livre, j'ai été appelé à Paris. Je suis allé signer le contrat de ce livre à Paris. Billet d'avion payé, hôtel payé. 3, aussitôt signé, je suis resté 1 semaine à Paris parce que j'ai été amené. C'est là que j'ai fait la connaissance de Rakoto Sow, Michel, de Radio France, etc. Parce qu'on vous fait 1 semaine de médias, vous manquez seulement de vous écouler, il veut que vous mangez à midi, etc. Mais on vous amène dans tous les médias pour faire la promotion de votre livre. Il n'est pas sorti. Et de 3, j'ai eu ce qu'ils appellent un avoir. 200 francs français à l'époque. C'était assez sérieux. C'est-à-dire qu'on te donne
une avance sur les droits d'auteur à la signature du livre. Je vous ai donné cet exemple pour que vous compreniez mon attitude aujourd'hui vis-à-vis de l'édition. Et j'ai déjà dit pourquoi, d'ailleurs, moi je ne dis plus. Parce que dès qu'on me demande de contribuer, même de moitié, disons, je refuse. Je n'ai pas connu ça. J'ai une vingtaine de livres. Je n'ai jamais donné un franc pour qu'on publie. Maintenant, dès qu'un éditeur me demande de donner un franc, même un franc, je me demande pourquoi, puisque moi, j'ai tendance à dire. Et ainsi de suite. Et ça aboutit au problème que vous connaissez. Vous allez être étonné. Je suis étonné que vous ne m'ayez pas dit ça depuis qu'on a échangé. Je ne lis plus les manuscrits. Parce que je voudrais continuer, en autant que j'ai encore un peu de force, à aider les auteurs sur la littérature et non sur la langue française. Donc je bute tellement sur leur langue qu'il n'y a pas moyen de parler de littérature. La littérature est autre chose. Hein. Vous êtes d'abord un virtuose de la langue, et puis maintenant vous pensez le monde. Parmi tous ceux qui pensent le monde. Alors si dans les 3 premières pages, je trouve 50 fautes de grammaire, je peux faire conseiller à la jeune personne d'aller. Il m'est arrivé de dire à quelqu'un qu'un bon maître d'école, du coup moyen de, peut relire ton texte là, qui finisse d'abord avec la grammaire. J'aurais même souhaité que tu fasses un peu de style pour qu'on parle de littérature, parce que la littérature c'est autre chose. C'est autre chose que la langue. Et j'ai déjà orienté 2 ou 3 personnes à vous, à Acolyte là. Je ne sais pas si elles vous ont contacté, mais j'ai déjà orienté des personnes à vous. Allez voir Acolyte, ils peuvent vous accompagner. Et puis peut-être quand vous aurez terminé, quand vous aurez mis ça dans une langue que nous connaissons, peut-être que vous pouvez faire regarder par quelqu'un d'autre. Parce que je suis vraiment déçu par le niveau linguistique. Tout le monde me fait des dédicaces des ouvrages. J'ai des livres là publiés. Même des livres publiés que je n'arrive pas à lire. À cause de l'abondance des fautes. Je peux vous montrer. Donc, je lis 5 pages et puis j'arrête. Parce que moi, je voudrais pouvoir débattre de littérature et non pas de la langue française. Justement, et ça, nous avons, ça c'est le quotidien. Justement, on en revient toujours là. Comment c'est-il la littérature? Donc, nous avons maintenant, on aurait aimé avoir 45 jours, je ne sais pas moi, 365 jours avec vous pour parler toujours littérature, parce que c'est important de parler de littérature et non de la langue française. Oui. Qu'on commence quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on exprime, généralement, qu'est-ce qu'on met en avant, comment on construit notre Afrique par la littérature et non plus seulement se buter à essayer de corriger des fautes tout le temps. Et on ne parle même jamais de littérature sur ce plan. Et très souvent, ça arrive avec des manuscrits. Il y a des gens qui les apportent, ils disent, OK, non, mon texte, il est déjà bon. Si vous voulez, je peux juste corriger quelques grammaires, orthographes. Mais même en corrigeant ces grammaires, orthographes, on n'atteint pas la littérature. On n'obtient toujours pas de littérature. Et ça devient complexe. Donc, Pabé Mongo, j'aimerais vraiment poursuivre jusqu'à X moment. Et là, je remarque que nous avons eu la 2e édition du Grand Prix Mon Cameroun a primé un livre écrit en anglais. Oui. Priscilla Manjo, avec Angry, son nouvelle, son roman. Je suis plus habitué à l'anglais, donc son roman écrit en anglais. Et cette ouverture, si on peut aussi avoir votre mot de clôture, cette ouverture, parce que je rappelle que le lauréat 2022, c'était Djaïli Amadou Amal, oui. Oui, avec Cœur du Sahel. Oui. Et un livre qui vous a été dédié à la sortie déjà à Paris. Donc la version originale, le livre vous a été dédié, c'est bien écrit à l'intérieur. Et évidemment, on a compris toute l'importance de votre personne sur le plan littéraire. Alors, en gris, cette ouverture que nous rencontrons très peu dans les distinctions chez nous et dans certaines reconnaissances, alors cette ouverture, comment vous l'exprimez? Comment vous l'expliquez? Moi, j'ai l'impression que le Grand Prix est béni. Hein. C'est extraordinaire. J'ai lu ce livre, je l'ai lu entièrement, le jury l'a lu, et il était formidable que nous l'ayons. Il a été en ballottage naturellement. On arrive au Grand Prix
comme ça. Et comme les Camerounais ont le soupçon facile, il m'est revenu que certains pensent, peut-être pour dénigrer même le prix, voilà, on n'avait pensé, que nous avons organisé une alternance, hein, que ce sera une édition sur 2 pour les Français. Il n'en est rien du tout. C'est une simple coïncidence. Tout comme d'avoir deux femmes. Non, bon, et après on arrivera là. Hein, et j'ai aussi, il m'est revenu, il y a un soupçon, on se demande si... Mais vous savez que, pour dire la vérité, la littérature est très féminine ces derniers temps. Bien sûr. Pas seulement au Cameroun. Non, c'est partout dans le monde. Voilà. Et quel est le domaine qui n'est pas envahi maintenant, vraiment par la force féminine? Je ne sais pas. Le sport. Vous regardez un match de foot aujourd'hui, il y a presque plus de plaisir à voir un match de femmes qu'un match d'hommes. Donc vous allez me accuser de quoi? C'est deux femmes qui sont venues en tête. Je vous assure que si vous connaissez la composition de notre jury, c'est un jury hiérarchisé. Il y a 21 membres là-dedans. Et chaque livre doit être lu au moins par 5 personnes. Donc il n'y a ni alternance entre le français et l'anglais, ni fixation sur le genre. Il ne faut pas que les hommes, que les garçons en deviennent timides. Il faut seulement essayer d'aller de plus en plus, n'est-ce pas, en profondeur dans l'art littéraire. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez donc nous dire pour boucler cette édition de Ça délivre? Comment sortons-nous d'ici? La Nolita est déjà installée. Alors, comment les jeunes peuvent porter ce programme aujourd'hui? Ben, alors, les jeunes ont du mal aujourd'hui à se laisser prendre la main, hein, parce qu'ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils pensent que chaque livre qu'ils ont fait, que c'est un chef-d'œuvre. Vous savez, il y en a qui ont du mal à croire qu'il y a même des fautes dans le texte. Bien sûr. Et il n'y a pas... La littérature, c'est comme une corporation. Lisez la biographie des grands auteurs du passé. Ils ont tous commencé par une boulimie de lecture. On ne voit pas un écrivain qui n'est pas d'abord un lecteur. Alors, vous avez fait une école, vous avez lu 4 ou 5 livres. Vous ne devenez pas écrivain pour avoir lu 4 ou 5 livres. Parce que la littérature que vous avalez finit par faire un travail, je ne sais pas lequel, chez vous, métabolique à l'intérieur de vous, pour ressortir sur une autre forme, digérer et corriger. Donc, première chose, il faut qu'ils lisent. Deuxièmement, il faut qu'ils fréquentent les auteurs. En Europe, même les grands auteurs traduisaient d'abord d'autres. Il faut qu'ils fréquentent les auteurs. Ceux qui osent me fréquenter, il y en a quelques-uns, j'espère qu'un jour, ils le confesseront. Il faut qu'ils soient courageux pour rester à côté de moi. Ça leur demande un certain courage. Parce que je m'y mets avec toute ma volonté et je leur mets le pied à l'étrier. J'ai une grande ambition pour l'écrivain. L'idée que j'essaie de faire pénétrer aux jeunes concernant l'écrivain, c'est que c'est un grand acteur de l'histoire et de la société. L'écrivain est un grand acteur de l'histoire et de la société. C'est pour ça que je préfère l'appeler homme de culture. Il faut mettre l'écrivain au même rang que l'homme politique, que l'économiste, que le philosophe, que l'ecclésiastique. C'est-à-dire tous ceux qui ont souci de se remémorer d'où nous venons, l'homme et sa société, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que le bonheur, et puis où est-ce qu'on va. Si vous n'avez pas ça à l'esprit et que vous vous amusez à écrire parce que vous pensez que vous avez une plume chantante et qu'après vous allez vous taper la poignée, vous ratez votre vocation. L'écrivain doit être aussi sérieux que le philosophe, que l'ecclésiastique. La différence serait quoi? La différence, c'est que l'ecclésiastique nous enseigne le bonheur à travers un ouvrage qui connaît le bonheur et la théologie. Que si vous voulez être heureux, pratiquez ça, dans la Bible. Et nous avons un sauveur et on ira au paradis. Le philosophe va nous enseigner, n'est-ce pas, ce même bonheur
mais par une réflexion générale, n'est-ce pas, sur le destin de l'homme, que d'aucuns appellent l'aventure humaine. Il réanalyse ça et incarne ça par moment. L'écrivain qui est parmi eux aussi profond en réflexion, lui, il va proposer une méthodologie différente pour faire admettre les mêmes vérités. Il va créer des histoires et mettre des personnes en scène, de telle sorte que l'aventure de la personne, comme l'aventure des autres personnages de la Bible, etc., nous donne un enseignement sur nous-mêmes et nous inspire. Si vous écrivez juste pour amuser la galerie, d'abord que vos sujets sont totalement déconnectés, personne ne s'y intéressera et l'histoire ne vous retiendra pas. Si la Nolike a aujourd'hui retenu, mais c'est parce qu'elle a décrypté une situation réelle. Voilà le conseil général que je donne. Je voudrais admettre que les premiers textes de chaque individu soient des textes d'essai, parce que vous portez ça, mais après, vous devez devenir écrivain. Les psychologues ont étudié comme une espèce de processus. Il semble que dans la puberté, dans les 16 ans, je ne sais pas quoi, 18 ans, tout le monde est un peu poète. Tu vois, c'est l'âge du sentiment. Hein? Pour peu qu'une fille te regarde mal, tu fais un poème et tu ne dors pas cette nuit. Et le poème est spontané parce qu'il exprime, c'est un jaillissement, n'est-ce pas, instantané et spontané. Il paraît qu'à 16 ans, celui qui n'est pas poète, c'est qu'il n'est pas quelqu'un. Alors, quand on évolue, ça c'est pas moi qui ai dessiné ce portrait, c'est les gens qui observent les écrivains. Il paraît qu'après vous évoluez, vous entrez dans la société, vous avez 20 ans, 25 ans, vous êtes devenus plutôt des observateurs, j'allais dire, criards, incisifs et critiques. On me dit que c'est l'âge parfait pour aborder le théâtre. Que les bons textes de théâtre, c'est des gens de cet âge-là, n'est-ce pas, qui sont tellement critiques, même leurs parents qu'ils ont admirés à 15 ans, 16 ans, à 21 ans, etc., ils ont déjà un regard, je ne sais pas, ils ont trouvé le papa dans une position un peu bizarre. Ils sont critiques et c'est ça qu'ils mettent dehors ou alors sur la scène. C'est l'âge, semble-t-il, du théâtre. Normalement, vous ne pouvez accéder au roman que si vous avez maintenant une idée de la vie, puisque vous êtes censé dire aux autres ce que c'est que la vie. Le roman a les mêmes frontières que la philosophie. Alors, vous allez écrire un bon roman sur quoi? Il faut qu'il y ait un contenu dans cela. Vous devenez un peu maître. Je vais vous dire, dans ce que nous appelons littérature, là, il y en a qui pensent que quand vous avez une licence lettres, ou bien une maîtrise en lettres, je ne parle même pas de doctorat, vous êtes destiné d'avance à être traîné. C'est faux, absolument faux. Si la littérature n'était que de la ritournelle de la phrase, peut-être que, alors, dans ce cas, tous les professeurs de lettres seraient des écrivains. Vous avez remarqué que tous les professeurs de lettres, sur 3000 professeurs de lettres, il y a peut-être 200 ou 100 écrivains. Cela, c'est parce que l'écriture esthétique est une compétence différente de l'analyse des œuvres. Vous comprenez? C'est parce que dans notre système d'enseignement, on abandonne d'ailleurs la faculté de la création au niveau de la troisième. Quand on arrête de faire les rédactions, vous avez perdu, vous avez arrêté de créer, de fabriquer des écrivains. À partir de la classe de second cycle, ils font ce qu'on appelle les dissertations. La dissertation ne vous aide pas à écrire. La dissertation, c'est Pauline Ongono a écrit ceci, telle phrase, que pensez-vous de cela? On vous sort de vous-même pour aller reconnaître la pensée d'autrui. Et vous allez faire ça dans tout le second cycle. N'est-ce pas? Ça va s'aggraver à l'université parce que ce ne sera plus les phrases, c'est des livres entiers, les livres des autres, que vous devez lire et décortiquer. En maîtrise, en doctorat, c'est 15 livres, il faut un corpus. On vous a sorti depuis la classe de troisième
de l'envie d'écrire vos propres histoires, de décrire le monde, mais on vous oblige maintenant à les décrypter, etc. Et le pire dans notre système en Afrique, c'est que il y a 1000 écoles de critique littéraire. Et nous n'avons que ça. Nous n'arrivons même pas à mettre en place des critiques littéraires qui puissent se saisir proprement de nos œuvres. Encore moins de la théorie. D'accord. Bien, c'est donc sur cette note que nous allons nous quitter. Et on vous rappelle que le livre qui a retenu notre attention aujourd'hui, c'est La Nolika de Pabé Mongo, publié pour sa deuxième édition en 2022, 17 ans après sa première publication. Donc voilà, La Nolika est disponible et bientôt publié aussi au Bénin, au Togo déjà, par un jeune éditeur de là-bas, et il va devenir un peu plus, il va prendre un peu plus d'elle et faire le tour. Donc, vous avez pu suivre l'expérience, cette sagesse qui caractérise Pabé Mongo, 50 ans d'écriture,